L'ensemble des capacités de bon fonctionnement cognitif, intellectuel d'une personne, c'est tout un tas de choses. Et en fait, il y a des études qui montrent que certaines de ces caractéristiques décroissent avec l'âge, d'autres augmentent. Mais quand on fait différentes pondérations, on se rend compte que le fonctionnement optimal de l'individu, il est entre 55 et 60 ans. Et la passion et la persévérance expliquent 2 fois plus les différences de résultats scolaires entre enfants que les différences de QI. Le fait de visualiser sa réussite, de s'imaginer qu'on a fait ce qu'on voulait faire, ce qui est recommandé par tout un tas de livres de développement personnel, c'est contre-productif. On fait regarder aux gens une vidéo et on fait un test, un QCM, pour savoir ce qu'ils ont retenu. Et la question, c'est si vous regardez une deuxième fois la vidéo, vous allez progresser de combien? 10%, 20%, 40%, 50%, 60%? Zéro. Je m'appelle Philippe Corda. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Corda et Compagnie, qui comprend un cabinet de conseil, une agence digitale et qui accompagne des grandes entreprises et qui s'appuie sur la recherche pour créer des choses utiles et efficaces. Et puis j'ai aussi créé une association d'utilité publique, Énergie Jeune, qui là aussi s'appuie sur la recherche pour créer des programmes courts qu'on déploie très massivement dans les établissements scolaires pour provoquer des déclics psychologiques dont là aussi on peut mesurer l'impact positif pour les élèves. Vous êtes l'auteur avec votre fille Hélène de Déclic. Votre fille est chercheuse en sciences sociales et dans ce livre, vous mettez le doigt sur ce que vous jugez être le plus gros frein à l'apprentissage, le plus gros obstacle, et qui, dites-vous, n'est pas extérieur à nous. Et vous évoquez notamment une étude sur des étudiants qui sont issus de milieux défavorisés, qui ont réussi à intégrer les universités américaines les plus prestigieuses et qui se sentent illégitimes. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette histoire de recherche? Oui, alors c'est une étude américaine effectivement très importante qui en fait vise à essayer de comprendre ce qu'on appelle l'achievement gap, c'est-à-dire la différence de réussite universitaire, notamment pour le passage en deuxième année entre, aux États-Unis, des étudiants blancs et des étudiants noirs. Et on s'aperçoit que malgré tous les efforts, tous les programmes mis en place, les étudiants noirs sont beaucoup plus nombreux à décrocher ou à échouer en fin de première année. Donc il y a de l'accompagnement scolaire, il y a du soutien psychologique, du coaching, tout un tas de choses qui sont faites et ça ne marche pas. Et en fait, 2 chercheurs américains, Greg Walton et puis Jeffrey Cohen, vont essayer de faire vivre à ces étudiants une expérience qui va durer 1 heure. Et on va se rendre compte que cette expérience d'1 heure va avoir un impact considérable sur leurs études, non seulement dans l'immédiat, mais même sur des années plus tard, y compris sur leur trajectoire professionnelle. En fait, on va exposer ces étudiants à des témoignages qui d'ailleurs ont été en fait fabriqués, qui sont des témoignages d'étudiants qui sont en 3e ou 4e année et qui sont d'ailleurs blancs ou noirs. Il y a des photos qui ont été mises. Ces étudiants disent que le début a été difficile pour eux, qu'ils ne se sentaient pas à leur place, qu'ils n'avaient pas de copains, qu'ils avaient l'impression que les autres avaient plus de facilité qu'eux et qu'ils étaient tentés d'abandonner. Et puis que finalement, en s'accrochant, en faisant un effort supplémentaire, ils ont à la fois réussi à améliorer leurs résultats, mais aussi à se faire des amis et qu'ils sont vraiment extrêmement contents d'être dans cette université quelques années plus tard. Et en fait, donc, les étudiants sont exposés à ces témoignages. On leur demande d'échanger, de réfléchir sur la façon dont ces témoignages peuvent correspondre à certains aspects de leur propre expérience. Et on leur demande, s'ils veulent bien, tout à fait facultatif, offrir leurs propres recommandations à des jeunes qui arriveraient l'année suivante. Et ils peuvent le faire soit par écrit, soit avec une courte vidéo. Et on s'aperçoit que tous les étudiants qui participent à ça acceptent de faire ce témoignage. Et bien sûr, dans le témoignage, ils vont dire « t'en fais pas, au début ça va être difficile, mais après tu vas voir que tu y arrives, etc. » On se rend compte que les étudiants noirs qui ont participé à cette expérience d'1 heure, qui n'était pas du tout présentée comme quelque chose pour les aider, mais plutôt quelque chose d'expérimental, pour avoir leurs idées en faveur des jeunes qui arriveront les années suivantes, eh bien, ils vont beaucoup mieux réussir. C'est-à-dire que ce fameux achievement gap, cet écart de taux de succès entre les blancs et les noirs, il est réduit de moitié pour les étudiants noirs qui ont participé. Ça n'a pas d'impact sur les étudiants blancs qui ont participé à l'expérience. Ça leur fait pas de mal, mais ça ne va pas changer leurs résultats. Et on voit l'écart par rapport à d'autres étudiants blancs et noirs tirés au sort, qui eux n'ont pas participé à l'expérience. Alors qu'est-ce qu'elle montre cette expérience? C'est qu'une bonne façon
de se poser la question de l'apprentissage et de la réussite scolaire et universitaire, c'est au fond comment est-ce que l'individu, l'élève, l'étudiant, l'étudiante, voit le monde et interprète ce qui lui arrive. Parce que si j'arrive dans un univers où je me sens un peu en difficulté, où le niveau me paraît élevé, où les autres ont l'air d'être amis entre eux et moi je connais personne, etc., je peux soit interpréter ça comme le signe que finalement je ne suis pas à ma place, je ne suis pas là où je devrais être. Et donc chaque mauvaise note va être un signe de plus qui vaudrait mieux que j'arrête et que je fasse autre chose. Ou est-ce que je l'interprète, par exemple, comme ça a été suggéré par cette expérience, comme un épisode normal, un point de passage dans un processus par lequel finalement tout le monde passe, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son milieu social d'origine, etc. Et donc parfois simplement avec une courte intervention, on peut modifier la façon dont l'individu interprète ce qui lui arrive, et un changement d'interprétation va générer un changement de comportement et donc un changement de résultat, et on va engager un cercle vertueux. D'ailleurs, quelque chose qui est intéressant avec ce type d'expérience, peut-être on y reviendra, c'est que alors que beaucoup de choses qu'on fait dans la vie ont un effet momentané, et puis ça retombe. On fait je ne sais pas quoi, une initiative pour motiver, alors on est motivé, puis la motivation retombe. On fait une initiative même de formation, alors les gens apprennent des choses, puis après ils les oublient. Eh bien on s'aperçoit que quand on travaille sur la façon dont les gens interprètent les choses, on a un effet de cliquet, et on a un effet boule de neige qui fait que dans certains cas, les effets positifs s'accroissent avec le temps. Et donc l'écart, c'est malheureux pour ceux qui n'ont pas participé à l'expérience en l'occurrence, mais l'écart de trajectoire entre ceux qui ont participé à cette courte expérience et leurs homologues qui, par tirage au sort, n'y ont pas participé, il va s'accroître avec les années. Il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui échouent dans leurs études, alors qu'ils ont les capacités objectives de le faire, de réussir. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire d'Asia, que vous avez accompagnée avec votre association Énergie Jeune, sur laquelle on reviendra tout à l'heure? Oui, c'est une histoire tout à fait saisissante. En fait, parmi les centaines d'établissements scolaires dans lesquels nous intervenons, il y en a un en banlieue parisienne qui un jour nous recontacte, la chef d'établissement nous recontacte en disant au fait, bon, vous revenez bien sûr l'année prochaine, mais là vous êtes intervenu plusieurs fois cette année. Nous, on voit que certains élèves ont changé, et on a pensé que ce serait intéressant que vous veniez les rencontrer pour les écouter. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on a dit, bah oui, puis tant qu'à faire, est-ce qu'on peut venir avec une caméra? Alors il fallait l'autorisation des parents, etc. Mais on s'est dit, bah, on voudrait que les élèves nous racontent ce qu'ils ont vécu. On va dans ce collège et on rencontre notamment cette petite Asia qui à l'époque a 13 ans et qui nous dit que jusqu'à présent, elle avait de très très mauvaises notes au collège, qu'elle passait en fait son temps à la maison à regarder des émissions de télé-réalité, qu'elle se rendait bien compte que finalement, elle ne pourrait probablement pas choisir son métier, mais elle voyait ça un peu comme une fatalité. Donc cette jeune élève était en grande difficulté scolaire, et comme pour beaucoup d'élèves, le carnet scolaire indiquait, le livret scolaire indiquait peut mieux faire. Mais ni ses enseignants, ni ses parents n'arrivaient à la décider à mieux faire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans le programme Énergie Jeune qu'on présente aux élèves de cet âge, il y a notamment un reportage sur un type extraordinaire, Riyad Salem, qui est né sans bras et sans jambes, et qui, grâce à sa volonté d'exploiter en fait ses atouts, a réussi à accomplir tout un tas de choses extraordinaires dans sa vie. Et elle dit, moi ce qui m'a marqué dans le programme Énergie Jeune, c'est quand j'ai vu Riyad Salem, parce que quand j'ai vu cet homme, je me suis vu. Et elle dit, c'est assez choquant parce qu'elle est tout à fait valide, elle dit, je me suis dit, lui, il a un handicap physique. Moi, j'ai un handicap de scolarité. Mais lui, je vois son état d'esprit et je me suis dit, pourquoi pas moi? Et en fait, elle raconte qu'elle est allée voir d'autres élèves en disant, mais comment on fait ses devoirs? Moi, j'ai jamais fait mes devoirs. Comment on fait? Est-ce que vous pouvez m'aider à faire mes devoirs pour la première fois? Et puis, elle raconte que quand elle a commencé à faire ses devoirs, le temps en classe qui s'écoulait lentement s'est mis à passer beaucoup plus vite. Des choses qui étaient ennuyeuses sont devenues passionnantes. Et elle raconte, et son visage s'éclaire, qu'en maths, elle avait 4 de moyenne, et maintenant elle a 14. Et elle termine ce témoignage en disant « Je me suis rendu compte que j'allais pouvoir choisir mon métier, qu'on n'allait pas m'imposer un métier, je pourrais faire vraiment un jour le métier qui me plaît. » Et donc on est évidemment tout à fait frappé par ce témoignage. Et il se trouve que ce témoignage, on va le passer dans les classes. Et des années plus tard, alors qu'on passe le témoignage dans les classes,
beaucoup d'élèves dans toute la France, à la rentrée scolaire, on présente cette vidéo, on dit mais on la connaît. Vous ne pouvez pas la connaître, c'est une collégienne qu'on a filmée il y a 2-3 ans, ou 4 ans, je ne sais plus. Si, on la connaît. En fait, ils la connaissaient parce qu'elle faisait des chansons. Et que ces vidéos, elle a été sur Instagram, sur YouTube, etc. Ils connaissaient tous ces Ah oui, c'était pas l'interview en question, c'est parce qu'elle faisait de la chanson par ailleurs et qu'elle s'était mise à faire ça. Nous, on se dit, moi je me dis, la pauvre, elle a arrêté l'école pour faire de la chanson, pour faire du hip-hop ou je ne sais quoi. C'est quand même malheureux. Mais on recontacte quand même cette fille, on la retrouve facilement à travers les réseaux sociaux. Et elle dit, mais je fais de la chanson, mais j'ai réussi mon concours d'entrée dans une école de commerce. Je continue mes études en même temps qu'elle avait des millions de followers sur les réseaux sociaux. Et elle dit, cette expérience avec Énergie Jeune, ça a été pour moi un déclic, ça a changé ma vie. Parce que c'est ce qui m'a permis de ne pas abandonner face aux difficultés scolaires, mais aussi de ne pas abandonner face à tous les messages de haine que vous recevez quand vous êtes une petite adolescente et vous commencez à faire des chansons. Ces recherches, finalement, tordent le cou à l'idée que certains ne sont pas faits pour l'école. Nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas égaux certains enfants souffrent de handicap avérés, d'autres démontrent des capacités extrêmement précoces, certains vivent dans des environnements qui de toute évidence sont favorables à l'apprentissage, à la culture, à la lecture, d'autres dans des environnements extrêmement défavorables pour tout un tas de raisons. Donc, il ne faut pas dire, par exemple, quand on veut, on peut, parce que très souvent, on veut, mais on ne peut pas. Parfois, d'ailleurs, une formule intéressante, c'est quand on peut, on veut. Il y a des différences d'origine génétique. Il y a des différences beaucoup liées à l'environnement social. Il y a des différences liées aux opportunités, à la chance, à la malchance, aux rencontres, tout un tas de choses qui font que l'égalité des chances est une notion qui n'a guère de sens. En revanche, ce que montre la recherche, c'est que tous les élèves, pratiquement, ont la possibilité de progresser. Quel que soit le niveau dont on part, on peut progresser. Et souvent, et peut-être on y viendra, la solution n'est pas faire plus de la même chose, et plus d'heures de cours, c'est de lever les obstacles qui empêchent l'enfant, ou l'adolescent, ou l'adulte, d'apprendre. Ça pose la question de la distance entre l'intention, la bonne résolution et la mise en œuvre. Tous les élèves ont de bonnes résolutions en début d'année et tous ne les mettent pas en œuvre jusqu'au bout. Il y a un certain nombre de chercheurs qui se sont spécialisés là-dessus, notamment une femme qui s'appelle Gabrielle Oettingen et son mari, Peter Goldwiter. Tous les deux ont passé leur vie à travailler sur cette question de la science de l'intention. Et notamment, ils ont fait une expérience très intéressante, un petit test. Alors, il y a des tests beaucoup plus sophistiqués, mais celui-là est très très simple. Avec des étudiants à qui ils disent, avant les vacances de Noël, bon, vous avez un devoir à nous remettre, ça serait bien de nous le remettre le 5 janvier. Voilà, le premier, ils sont en deux groupes, dans deux salles différentes. Le premier groupe dit bonnes vacances à tous, et puis donc le 5 janvier, j'espère que vous pourrez me remettre vos devoirs. Et le deuxième groupe, ils ajoutent simplement une phrase, peut-être prenez 2 minutes pour noter pendant vos vacances quel jour, à quelle heure, et à quel endroit exactement vous vous installerez pour faire ce devoir. Le 5 janvier, le premier groupe, il y a 32% des étudiants qui ont remis le devoir à l'heure, les autres ont des excuses, on va dire, je vais faire ça demain. Et dans le deuxième groupe, ce n'est pas 32%, c'est 71%. Et donc, plus on est au clair sur son plan, qu'est-ce que je vais faire, quand, où exactement, plus on a de chances de le faire. Ça challenge l'idée que la réussite, le travail serait une question de volonté. Parfois, c'est juste une question de routine, de processus, de méthode. Qu'est-ce que nous apprend comme leçon pour vaincre la procrastination? Est-ce que c'est quand on veut, on peut, si on a un plan? Quand on veut, on peut. Non, c'est pas exactement ça. D'abord, la question, c'est est-ce qu'on veut vraiment? Et des travaux montrent que, par exemple, le fait de visualiser sa réussite, de s'imaginer qu'on a fait ce qu'on voulait faire, ce qui est recommandé par tout un tas de livres de développement personnel, c'est contre-productif. En fait, ça aboutit plutôt à un relâchement, parce que le cerveau ne sait pas bien faire la différence entre la réalité et le fantasme. Donc si on fantasme sur le fait qu'on a des bonnes notes, qu'on a reçu tous les honneurs, etc., eh bien en fait on est en réalité moins motivé pour travailler. Alors pour contrer ça, il y a une méthode qui a été très largement expérimentée, qui s'appelle le contraste mental. C'est
il faut d'abord s'imaginer comment on se sentira quand on aura réussi, mais aussitôt après, penser à l'obstacle principal qui, en nous, va en fait nous empêcher de le faire. Ah, je m'imagine quand j'aurai eu mon diplôme, ça sera vraiment super et j'aurai les honneurs, etc. Mais en fait, je sais que je vais passer mes soirées sur ma console de jeu et j'aurai pas la volonté de faire mes devoirs. Et donc ça me frustre. Et c'est cette frustration, en fait, qui va créer déjà la motivation. C'est quand on veut. Donc comment est-ce qu'on peut augmenter cette volonté? Rien que par ce petit mécanisme mental de contraste entre comment je me sentirais bien, comme je me sentirais bien quand j'aurai réussi, et en fait, comme je m'en veux de savoir que je ne vais pas le faire. Et ensuite, il y a, on peut, et là c'est le si alors, ben, si je rentre à la maison et que je n'ai pas fait mes devoirs, je ferai mes devoirs avant d'allumer la console de jeu. Et là, ça crée une forme d'automatisme qui fait que l'élève ou l'étudiant va mieux réussir. Il y a plein d'études qui montrent que la volonté est quelque chose qui est assez surestimé en fait. Les gens qui semblent avoir de la bonne volonté sont souvent en fait des gens qui ont juste pris des habitudes. Et en fait, quand on a une habitude, on n'a plus besoin de volonté. Si on a l'habitude je sais pas quoi, de faire des assouplissements le matin, ça ne demande pas de la volonté, c'est un automatisme. Il y a effectivement un chercheur très intéressant, Roy Baumeister, il passe la première partie de sa carrière à travailler sur l'estime de soi, avec l'idée très répandue à l'époque que si on pouvait renforcer l'estime d'eux-mêmes des enfants, des adolescents, ils allaient mieux travailler à l'école. Échec total. Échec total. En revanche, il se rend compte que ce qui est clé, c'est le contrôle de soi. C'est la maîtrise de soi, c'est l'autodiscipline. Et il montre par exemple que, y compris pour des adultes, nous passons un quart de notre temps éveillé à essayer en fait de résister à une tentation, qui peut être de manger, de dormir, de se distraire, de tripoter sa voisine ou son voisin, etc. Donc vous avez 4 personnes dans une pièce, eh bien, vous en avez au moins une qui est en train de penser à autre chose pendant la conversation. Et en fait, il montre qu'en moyenne, évidemment, on résiste mieux à certaines pulsions que d'autres, évidemment, heureusement. Mais en gros, on ne résiste qu'une fois sur deux à ces différentes tentations. Donc c'est dire que ceux qui résistent mieux que les autres, bah, finalement, c'est ceux qui vont au fond le mieux maîtriser leur vie plutôt que la subir et d'être voilà, pilotés par leur pulsion. Au début des années 60, un chercheur américain, un jeune chercheur américain à l'époque, Walter Mischel, il essaie de voir avec des petits-enfants d'âge préscolaire les circonstances qui leur permettent de résister à une tentation. Et donc, l'expérience est toute simple, et les gamins passent un par un, ils sont devant une caméra, il y a une vitre sans teint, on les observe, etc. Et on va dire, à la fin, est-ce que tu veux un marshmallow? En fait, ils ont le choix entre des marshmallows et des cookies, mais peu importe. L'expérience est restée dans l'histoire comme l'expérience des marshmallows. Est-ce que tu veux un marshmallow? Oui. Alors, je mets un marshmallow là, mais est-ce que je peux aller en chercher un autre que je te donnerai si tu n'as pas mangé celui-là? Est-ce que tu préfères manger celui-là ou attendre le deuxième marshmallow? Et tous les enfants quasiment disent, bah, je vais attendre le deuxième marshmallow. Et lui, il sort, et ensuite on regarde ce qui se passe. Et en fait, son idée au départ, c'est de tester dans quelles circonstances, dans quel cas, l'enfant va être capable, par exemple, selon qu'il dit je reviens tout de suite, ou je reviens plus tard, ou je reviendrai, est-ce que ça change? S'il met le marshmallow tout près de l'enfant, ou plus loin, ou en hauteur, est-ce que ça change? Et donc, il va faire tout un tas de... Et en fait, dans 2 tiers des cas, quand il revient, le marshmallow a déjà été avalé. Bon. Et 10 ans, 15 ans se passent, et il a l'idée de recontacter les parents de tous ses enfants pour savoir ce qu'ils sont devenus. Et là, il va faire une découverte complètement inattendue, c'est qu'en fait, le tiers de gamins qui avaient été capables de ne pas manger le marshmallow réussit beaucoup mieux à l'école, a de meilleures relations avec les membres de sa famille, est plus épanoui, etc. Et donc, il va montrer et il va découvrir l'importance de l'autocontrôle. Et donc, Walter Mischel également a passé toute sa vie, il a fait des recherches jusqu'à 95 ans pratiquement, pour essayer de comprendre les conditions qui permettaient de développer ce sens du contrôle de soi qui est absolument déterminant dans la vie. Même si, par la suite, cette étude a été un peu critiquée, nuancée, en montrant qu'il y avait beaucoup d'éléments qui pouvaient jouer dans le fait qu'un gamin allait ou non manger le marshmallow. Par exemple, si vous êtes dans un milieu extrêmement défavorisé, extrêmement pauvre, vous n'êtes pas sûr d'avoir à manger tous les jours, vous avez un marshmallow, vous le mangez parce que vous avez appris
malheureusement, à ne pas toujours pouvoir faire confiance aux adultes qui vous promettaient des choses à venir. Donc il y a d'autres éléments sociaux qui peuvent jouer. Et alors en fait, la première expérience là-dessus, elle est même beaucoup plus ancienne, c'est 1926, il y a un siècle. Katharine Cox Miles, qui est la première femme professeure de psychologie à Stanford aux États-Unis, qui décide de faire une étude extraordinaire pour l'époque. Elle veut comprendre ce qui permet aux gens exceptionnels d'être des gens exceptionnels. Donc elle en choisit 300 des 4 siècles précédents. Donc elle fait une sélection des meilleurs écrivains, des meilleurs militaires, des meilleurs savants, des meilleurs politiques, etc. Et elle entreprend avec toute une équipe de calculer le QI de chacune de ces 300 personnes à l'âge de 10 ans. Et en fait, son hypothèse, c'est que le QI à l'âge de 10 ans permet de prédire qui sont les gens qui vont avoir les réalisations les plus exceptionnelles dans leur vie. Et sa conclusion à Katharine Cox Miles, il y a un siècle, ça veut dire oui, mais non en fait. Oui, bien sûr, les gens qui ont un QI exceptionnel ont des capacités qui vont leur permettre de faire plus, mais ce qui distingue véritablement les grands génies et ceux qui ont les plus grands accomplissements, c'est un degré hors du commun de persévérance et de volonté de s'améliorer dans une discipline. Et donc, un siècle plus tard, en gros, il y a une autre américaine, Angela Duckworth, qui va reprendre et affiner cette étude et ce concept. Elle parle en américain de Grit, G-R-I-T, alors en français, on traduit ça par l'agnac, faute d'autres mots. Elle le définit comme un mélange de passion et de persévérance. Et elle dit la passion, c'est très courant, on se passionne pour quelque chose, j'ai trouvé une nouvelle activité, un nouveau sport, puis ensuite on passe à autre chose. Mais par contre, si on ajoute la persévérance à la passion, là, on va extrêmement loin. Et elle montre dans tout un tas de domaines que c'est ça qui fait la différence. Et elle fait une étude en 2005, effectivement, avec un autre très grand chercheur, Martin Seligman. En gros, on prend des enfants, on va dire de l'âge du collège, on va mesurer leur QI, on va passer un certain nombre de tests, ne serait-ce que de questionnaires, mais tests qui se passent eux-mêmes, ainsi que leurs parents, que leurs enseignants, pour cerner leur personnalité. Et on va essayer d'expliquer statistiquement la variance entre les résultats scolaires des enfants, d'une part par le QI, d'autre part par ces éléments de personnalité et notamment de persévérance. Et le résultat de cette étude conclut que la persévérance, et la passion et la persévérance expliquent 2 fois plus les différences de résultats scolaires entre enfants que les différences de QI. Voilà. Et donc encore une fois, il ne faut pas en arriver à être dans une sorte de discours méritocratique, de quand on veut, ce qui revient à culpabiliser ceux qui voudraient et qui ne peuvent pas, et ceux qui ne sont pas équipés génétiquement, par exemple, ou socialement, structurellement, familialement, des mêmes atouts que d'autres. Mais cette dimension de persévérance, de passion et de persévérance fait une énorme différence. On a parlé de d'autres disciplines. Comment est-ce qu'on peut la muscler? Il y a une des expériences qui sont les plus fascinantes, menée par un certain Willingham dans les années 70, c'est qu'il a essayé de regarder parmi on va dire des élèves, l'équivalent de la terminale, qu'est-ce qui permet de prédire ceux qui vont avoir les plus belles réalisations 5 ans plus tard. C'est-à-dire à la fois les plus belles réalisations en termes d'études, mais aussi les plus gros progrès dans d'autres disciplines, par exemple en judo, avoir passé le plus de stades de ceinture, etc., ou d'avoir pris des responsabilités éminentes dans des associations. Est-ce qu'on peut prédire, à 17 ans, les réalisations marquantes à, je sais pas quoi, 22 ans? Et en fait, il se rend compte que ni la profession des parents, ni les notes à l'école, ni la discipline en classe, etc., ne permettent de le prédire. Absolument pas. Il y a un facteur qui est déterminant, c'est la propension de ces jeunes à avoir persévéré dans des activités extrascolaires pendant plusieurs années en y montrant des progrès. C'est-à-dire que ceux qui ont fait, par exemple, justement du judo, déjà au collège, au lycée, en franchissant les étapes, etc., ou qui ont fait du théâtre, ou qui ont fait, etc., en persévérant et en progressant, ce sont ceux qui vont faire les plus grandes choses. Mais l'étude ne permet pas de dire si c'est le fait d'avoir persévéré dans une discipline qui les a rendus persévérants encore davantage, etc., ou s'ils avaient déjà des caractéristiques au départ qui les ont amenés à ne pas se lasser au bout d'un an, non, je ne veux plus faire de judo, non, je ne veux plus faire de théâtre, etc. Donc, en tout cas, on a un premier élément très, très intéressant avec cette étude. Après, il y a d'autres études qui ont été faites, et notamment, on a cité tout à l'heure Baumeister,
Si on entraîne les gens à faire preuve de discipline dans un domaine, est-ce que ça marche? Est-ce qu'éventuellement ça s'étend à d'autres domaines? Par exemple, on va aider des gens à mieux maîtriser leur alimentation. D'autres personnes, on va les aider à mieux maîtriser leur budget. D'autres personnes, on va les aider à mieux maîtriser leur forme physique grâce à de l'activité physique régulière. Et donc, on va les amener à faire des efforts quotidiens pour mieux gérer soit leur alimentation, soit leur budget, soit leur exercice physique. On se rend compte de plusieurs choses. Un, ça marche. Donc effectivement, une fois qu'on débranche, ils continuent, ils restent, ils ont acquis quelque chose de nouveau. Deux, ça se propage aux autres domaines. C'est-à-dire, si je gère mieux mon alimentation, je vais aussi mieux gérer mon budget. Si je gère mieux mon budget, je vais aussi mieux gérer mon activité physique. Donc il y a quelque chose, alors que dans le domaine des compétences, il n'y a pas de transférabilité. C'est-à-dire, si vous êtes un excellent violoniste, ça ne fera pas de vous un meilleur peintre. Par exemple, alors on pourrait imaginer, c'est artistique dans les deux cas, mais les compétences sont très peu transférables en fait. Alors que cette capacité d'autodiscipline, elle se transfère d'un domaine à l'autre. Donc ça a beaucoup de valeur. Donc c'est s'entraîner. Là, il n'y a pas de déclic instantané. C'est l'effort continu suffisamment pour acquérir des routines va faire que cette capacité à avoir des routines, on va pouvoir tout naturellement la répliquer dans d'autres domaines. Troisième chose, et ça c'est un chercheur de l'Institut du cerveau à Paris, Mathias Pessiglione, qui montre ça, c'est que quand vous vous obligez à faire preuve de volonté, eh bien vous avez une certaine partie de votre cerveau que l'on voit grossir. Donc, ça fait partie, on parlera, j'imagine, de plasticité cérébrale. Il y a effectivement la capacité de développer cette persévérance, et ça ne peut pas se faire uniquement en un clin d'œil. Quand on arrête, généralement, c'est soit parce que c'est trop dur, soit parce que c'est trop facile, soit parce qu'il y a un contexte social, relationnel qui fait qu'on n'est pas bien. Aux États-Unis, l'échec n'est pas forcément considéré comme infamant, alors qu'en France, on a un rapport plus difficile avec l'échec. Et par exemple, quand on essaye d'apprendre quelque chose et qu'on n'y arrive pas, ou qu'on passe un examen au conservatoire pour faire de la musique, ou que sais-je, et qu'on n'y arrive pas, on est tenté d'abandonner. Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre des Américains sur notre rapport à l'échec pour persévérer et réussir à continuer à apprendre? Alors, il y a toujours des choses à apprendre des Américains qui ne sont pas non plus un modèle. Il ne faut pas croire que les Américains réussissent mieux que nous, par exemple, dans le domaine de l'éducation. Après, effectivement, le rapport à l'échec, c'est important, mais c'est un rapport qui est souvent très personnel. Que l'on soit français ou américain ou d'autres nationalités, on peut réagir de différentes façons à l'échec. Et c'est vrai qu'il y a des études qui montrent que la façon dont on interprète un échec détermine la façon dont on va réagir face à l'échec. Ces études classiques sur ce qu'on appelle l'attribution causale, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a un échec, quel qu'il soit, j'ai raté un examen, eh bien, spontanément, on cherche une cause. Souvent, en fait, il y a une multitude de causes. Et là, les recherches, elles montrent des choses extrêmement passionnantes. C'est que d'abord, la cause peut être interne ou externe. C'est moi ou c'est les circonstances. La cause, elle peut être générale. Par exemple, je ne suis pas fait pour ça. Ou elle peut être très précise. Je n'ai pas su répondre à telle question à l'examen. Elle peut être permanente. Encore une fois, c'est comme ça. Elle peut être temporaire. Cette année, le sujet qu'ils ont mis, c'était vraiment pas le truc sur lequel on était préparé. Ben, selon qu'on analyse son échec par des causes très précises, temporaires, éventuellement en partie liées aux circonstances, ben, on se décourage beaucoup moins que si on a tendance à se dire « je ne suis pas au niveau, je ne suis pas fait pour ça, je ne suis pas fait pour être ici ». Les études montrent que certaines personnes ont tendance spontanément à attribuer leurs échecs à des causes précises, temporaires, et donc à s'accrocher, et d'autres vont se décourager, non pas parce que ce sont des gens qui, par nature, n'ont aucune volonté, mais parce que le processus cognitif d'attribution de causes les emmène sur une voie de découragement. Et en fait, quand on remonte la chaîne, on se rend compte que le simple fait de s'exposer à une difficulté peut être associé à deux types d'objectifs. C'est-à-dire, soit ce que je veux, c'est prouver ma valeur. Il faut que je montre que je sais réussir. Je vais dans ce cours, il faut que je sois à la hauteur, il ne faut pas que je sois ridicule, il faut courage, etc. Ça, c'est des objectifs très centrés sur la valorisation de soi. Ou alors, on peut être dans une logique de
d'apprentissage. Tiens, c'est intéressant, je vais apprendre des nouvelles choses, je vais regarder, si je me trompe, ça me permettra de comprendre, etc. Et en fait, s'aperçoit que ce qu'on appelle les buts primaires, qui peuvent être soit des buts de performance, entre guillemets personnels, ou des buts de progression, d'apprentissage, vont complètement changer la façon dont on réagit à un échec. Parce que si je vais avec un but d'apprentissage et qu'on me donne une mauvaise note ou j'échoue, je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai échoué. Et si j'allais pour me valoriser et j'échoue, je risque de perdre complètement confiance et d'essayer Et ensuite, il y a d'autres recherches qui visent à comprendre, mais pourquoi, au départ, on veut plutôt se mettre en avant ou plutôt apprendre. Et c'est là qu'on arrive aux recherches de la fameuse Carol Dweck de Stanford, qui montre qu'il y a une question dont la réponse permet de comprendre plein de choses ou d'anticiper plein de choses chez un enfant ou chez un adulte. Et la question, c'est est-ce que vous êtes d'accord ou non avec l'idée que dans la vie, on est tous doués pour certaines choses et pas du tout pour d'autres. Et on s'aperçoit malheureusement que quand les gens disent oui, ben c'est ça, on est tous doués pour des choses, pas pour d'autres, eh bien malheureusement, ça crée la peur d'apparaître comme pas doué. Et donc on a besoin de se valoriser. Et si on échoue, on est atteint personnellement. C'est ce qu'on appelle, Dweck appelle ça le fixed mindset. Et inversement, d'autres enfants, et adolescents et adultes, ne seront pas forcément d'accord avec cette idée qu'on est doué ou pas doué. Ils seront plus d'accord avec une formule qui consiste à dire, bah, vous savez, finalement, dans la vie, plus on s'entraîne et plus on progresse. Et si je me dis que plus on s'entraîne, plus on progresse, eh bien, je vais plutôt aller plus détendu vers les épreuves en disant que je vais forcément essayer d'y apprendre quelque chose. Si j'échoue, je vais essayer de comprendre comment je peux progresser. Et donc, je vais être beaucoup plus résilient face aux difficultés, aux échecs, aux jugements défavorables qu'on va émettre sur moi. Par exemple, moi, je peux me dire, j'ai 12 ans, je suis doué pour le foot, je me sens doué pour le foot, mais je ne me sens pas doué pour l'école, pour les maths, etc. Ça veut dire que quelque part, les capacités de l'individu, dans ma vision du monde, sont déterminées. Moi, je suis fait plutôt pour le foot, je ne suis pas fait pour l'école. Donc, chaque fois que je vais avoir une mauvaise note en maths, ça va me confirmer le fait que je ne suis pas fait pour ça, ça va me donner encore moins envie de travailler. Le growth mindset est un esprit de développement, de croissance. C'est plutôt une autre vision du monde, ce qu'elle appelle une théorie implicite, parce que les gamins, ils n'ont jamais explicité ça, mais si on leur pose la question, ils ont quand même une idée. C'est en fait, non, c'est pas qu'on soit doué ou pas doué, parce que finalement, que ce soit du foot ou des maths, plus on s'entraîne, plus on progresse. Et donc là, c'est pas du tout la même chose, parce que je reçois une mauvaise note en maths, je ne l'interprète pas comme ça veut dire que je ne suis pas fait pour ça, il faut que j'arrête. Ça veut dire qu'il faut que je m'entraîne davantage, que je fasse plus d'exercices à la maison, etc. Donc, c'est quelque chose de déterminant. Et ce que montre Dweck, et c'est aussi là-dessus que nous, on travaille beaucoup avec l'association Énergie Jeune et aussi avec mon entreprise dans le monde des adultes et le monde du travail, c'est que ce fixed mindset ou ce growth mindset ne sont pas des données elles-mêmes figées. Ce ne sont pas des traits de personnalité. Parce que les traits de personnalité, on ne peut quasiment pas les changer chez un adulte. Or ça, c'est ce qu'on appelle une théorie implicite et on s'aperçoit qu'on peut la faire évoluer en quelques minutes. Et donc ça ouvre des possibilités, ça fait partie de ces fameux déclics qui font que des choses qui étaient impossibles pour les gens vont devenir possibles, simplement parce qu'ils voient le monde autour d'eux un peu différemment. Par exemple, avec Énergie Jeune, on a des programmes qu'on déploie massivement dans les écoles primaires auprès d'élèves de CM2. Et on va leur faire un exercice tout simple, on va leur donner une feuille avec un certain nombre de cadres à remplir. On va leur dire, dans le premier cadre, vous prenez votre stylo et vous écrivez votre prénom, ce qu'ils savent tous faire. Ensuite, dans la deuxième case, en fait, vous prenez le stylo dans l'autre main et vous écrivez votre prénom. Et là, évidemment, ils se rendent compte qu'ils ont des très très grandes difficultés à écrire leur prénom avec leur main gauche, ils sont droitiers. Ensuite, on leur dit maintenant, on va essayer de s'entraîner. Dans la troisième case, vous allez faire des traits, toujours avec la main qui n'est pas la main dominante, des traits horizontaux. Puis dans une autre case, des traits verticaux. Puis dans une autre case, des boucles. Puis dans une autre case, des ponts. Et puis ensuite, vous allez à nouveau essayer d'écrire votre prénom. Et puis ensuite, dans la dernière case, vous allez faire un dernier essai, toujours avec la main non dominante, pour écrire votre prénom. Et vous comparez le premier essai et le dernier. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ils disent tous, on a progressé, etc. Et ensuite, on va leur passer une vidéo très courte pour dire, on va vous expliquer ce qui s'est passé dans votre cerveau. Et on leur explique qu'il y a des neurones qui travaillent un peu en équipe et chaque équipe de neurones est chargée de quelque chose. Et bien, il y a une partie des neurones qui sont chargés de leur main gauche ou droite et que ce qu'ils ont proposé à leurs neurones, c'est un entraînement. Et qu'on sait que quand on s'entraîne, certaines parties du cerveau grossissent.
et que les neurones travaillent mieux entre eux, plus vite, etc. Et donc, plus on s'entraîne, plus on progresse, et que ce qu'ils ont vu là sur l'écriture de la main gauche, c'est vrai dans tous les domaines. Et quand ils sentent qu'ils ont du mal à faire quelque chose, c'est bon signe, parce que ça veut dire qu'ils sont en train d'entraîner leurs neurones. Alors que, évidemment, ces élèves, quand ils sentent qu'ils ont du mal à faire quelque chose, pour beaucoup, avec ce qu'on appelle le fixed mindset, ils vont l'interpréter comme « ça veut dire que je ne suis pas fait pour l'école, je ne suis pas fait pour ça ». Et donc, on leur propose une interprétation complètement différente. Et ensuite, on leur dit bah, « maintenant, pensez aux élèves plus petits, ceux qui sont en CM1, qui vont arriver en CM2, et c'est dur, le CM2, certains vont se dire « mais je ne vais pas me sentir capable d'apprendre, je ne suis pas assez intelligent pour réussir en CM2 ». Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? Et ils vont s'appliquer et leur écrire un message, des messages qu'on leur promet qu'on donnera, c'est ce qu'on fait effectivement, à des élèves de plus jeunes qu'eux. Et eux vont dire dans ce message, t'en fais pas, tu peux, en travaillant, tu entraînes ton cerveau, si tu as l'impression que tu n'es pas assez intelligent, c'est en fait simplement que tu t'es pas encore assez entraîné. Et donc eux-mêmes, en faisant ça, et ça ce sont les recherches notamment de Dweck, Carol Dweck qui montre ça, c'est que on instille chez eux ce growth mindset, cette théorie implicite, cette croyance qu'on peut développer ses capacités et que donc on ne doit pas interpréter une difficulté, on ne doit pas interpréter un effort comme le signe qu'on n'est pas à sa place. On n'est pas là pour faire du lavage de cerveau, on n'est pas là pour manipuler les enfants ni les adultes, on est là pour ouvrir leurs perspectives et les ouvrir à d'autres possibilités, d'autres interprétations que ceux que leur cerveau leur propose un petit peu sur un mode automatique. Après, on n'est pas dans un monde où tout serait tout noir ou tout blanc et on ne va pas transformer le cerveau de qui que ce soit. Mais on va créer des possibilités nouvelles, c'est ça qu'on veut faire. Et effectivement, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ça se fait en quelques minutes. Et que les études montrent que l'impact, lui, voilà, il peut être sur des décennies. Les efforts qu'on fait faire au cerveau provoquent des transformations physiques sur le cerveau. Donc, de cette façon, il réagit un peu comme un muscle. Et cette idée que le cerveau est malléable, que le cerveau est plastique, que le cerveau... c'est une chercheuse, Eleanor Magar, qui avait montré ça historiquement avec une étude sur les chauffeurs de taxi londoniens, à l'époque où il fallait apprendre toutes les rues, il n'y avait pas encore de GPS. Et on s'était... Ouais, et on s'était rendu compte que les chauffeurs avaient une partie du cerveau, une certaine partie du cerveau qui était plus grosse que celle des autres individus. Alors, c'est-à-dire, est-ce que c'est parce que, justement, ils ont cette caractéristique qu'ils sont devenus chauffeurs de taxi? Mais en fait, Eleanor Maguire a regardé le cerveau de ces gens avant qu'ils entament la formation et à la fin de leur préparation à l'examen, et ça avait grossi. Donc, le fait de comprendre que le cerveau est, entre guillemets, un peu comme un muscle, c'est libérateur pour les gens. C'est libérateur, parce que ça veut dire qu'on n'est pas assigné à l'échec parce qu'on est en difficulté à un moment donné. On peut développer non seulement ses connaissances, mais aussi ses capacités. Alors, on ne va pas, à l'âge adulte en tout cas, on ne va pas développer son QI. Si j'ai 100 de QI, je ne vais pas passer à 150, quoi que je fasse. Mais on peut développer, d'abord le QI, lui, se développe très rapidement pendant l'enfance. Un enfant gagne 5 à 7 points de QI par année d'éducation. D'où le phénomène... Vous savez qu'on appelle l'effet Flynn, qui fait que le QI a monté énormément dans des pays en développement, parce que quand ces pays ont structuré leur système d'éducation, eh bien, l'intelligence de la population s'est développée. Après, à l'âge adulte, on ne va pas forcément développer le QI, mais quasiment à tout âge, on peut développer des compétences, des capacités spécifiques dans des domaines spécifiques. Et ça se traduit par des modifications physiques dans le cerveau. Il y a d'ailleurs une étude très intéressante qui vient d'être publiée sur finalement la question de pourquoi, alors qu'on sait que vous savez, on se met à détruire des neurones à un très jeune âge en fait. Et ce qu'on appelle l'intelligence fluide, la capacité à immédiatement comprendre des choses complexes, etc., elle décroît à partir quasiment de l'âge de 20 ans. Et en même temps, on se dit, les gens arrivent souvent au sommet de leur carrière, de leur art, de leur discipline, plutôt vers 50, 60 ans que vers 20 ans. Pourquoi ? Bien, en fait, on se rend compte que ce qui va faire l'ensemble des capacités de bon fonctionnement cognitif, intellectuel d'une personne, c'est tout un tas de choses. C'est effectivement ce qu'on appelle l'intelligence fluide, capacité vraiment à comprendre très vite des choses complexes. C'est aussi la culture générale, c'est aussi la sagesse, c'est aussi l'autodiscipline, la capacité d'attention dont on parlait. Et en fait, il y a des études qui montrent que certaines de ces caractéristiques décroissent avec l'âge, d'autres augmentent. Mais quand on fait différentes pondérations, on se rend compte que le fonctionnement optimal de l'individu, il est entre 55 et 60 ans.
Mais effectivement, il y a tout un tas d'apprentissages qui sont très favorables dans le plus jeune âge. Mais à tout âge, on peut se développer et on atteint même, semble-t-il, le pic de fonctionnement de son cerveau plutôt à un âge beaucoup plus avancé que ce qu'on imaginait autrefois. Après, ça décroît assez rapidement. Hein. Donc, avoir des chefs d'État ou des PDG de 80 ou 90 ans, ce n'est pas forcément très recommandé. Vous avez donné l'exemple des chauffeurs de taxi qui apprenaient tout le plan de la ville. Et ensuite, donc ça, c'est plutôt de l'ordre de la mémoire. Et on a parlé d'apprendre des compétences. C'est deux choses différentes, c'est des parties du cerveau différentes qui sont sollicitées? Oui, alors l'acquisition de connaissances d'une part et le développement de savoir-faire d'autre part sont effectivement deux choses qui relèvent de registres un petit peu différents, qui font appel par exemple à des mémoires différentes dans le cerveau. Il y a ce qu'on appelle la mémoire sémantique, on se rappelle des mots, des phrases, donc des connaissances. Et la mémoire procédurale, c'est la capacité à intégrer des gestes. Et ce sont deux choses différentes. Par exemple, si je vous demande de m'expliquer avec des mots comment lasser vos chaussures, c'est extrêmement difficile en fait. Pourtant, vous avez une mémoire procédurale qui fait que vous pourrez le faire, mais vous ne saurez pas l'expliquer avec des mots. Inversement, il y a des choses qu'on peut expliquer avec des mots, mais le faire en réalité, ça devient beaucoup plus difficile si on n'a pas l'entraînement. Donc, ce sont des choses qui sont différentes, qui dans les deux cas, quand même, font appel un peu au même mécanisme, quand même, au même facteur clé de réussite, on va dire, pour le cerveau. Par exemple, on sait qu'une clé, c'est l'attention. Si on n'est pas attentif à ce qu'on fait, à ce qu'on apprend, on ne le retient pas. L'attention, c'est d'être en alerte, c'est d'être entre guillemets sur on et pas sur off. Hein, c'est d'avoir un certain niveau d'activation, d'excitation par rapport au sujet. C'est d'être attentif aussi aux bonnes choses, parce que si je regarde un document, je peux être attentif aux lettres, ou aux mots, ou aux couleurs, ou aux formes. Et parfois, quand un élève a du mal à comprendre quelque chose, c'est juste qu'il n'est pas attentif à la bonne dimension dans ce qu'il est en train de regarder. Et un des grands défis de l'attention, c'est surtout, pour être attentif à quelque chose, il faut savoir ne pas l'être à d'autres choses. Il faut savoir ne pas être distrait. Oui. Mais distrait par des choses qui peuvent être dans le document, ou distrait par d'autres choses, des notifications de téléphone. Donc l'attention, c'est vraiment quelque chose de clé. Après, il y a une autre dimension qui est l'engagement actif. C'est-à-dire, contrairement à ce que les gens pensent, on n'apprend pas passivement. Par exemple, il y a des études très intéressantes. On fait regarder aux gens une vidéo et on fait un test, un QCM, pour savoir ce qu'ils ont retenu. Ils ont un certain test. Et la question, c'est si vous regardez une deuxième fois la vidéo, vous allez progresser de combien? 10%, 20%, 40%, 50%, 60%? Zéro. Zéro. C'est-à-dire le fait que vous pouvez regarder plusieurs fois la même vidéo, vous n'apprenez pas plus en réalité. Vous avez peut-être remarqué un truc plus, vous allez en oublier un autre. Donc l'apprentissage passif, il est très, très, très peu efficace. Le cerveau doit être actif, l'individu doit être actif. D'ailleurs, même un professeur ou une professeure peut vous rendre actif en vous amenant à vous poser des questions. Être actif, par exemple, pour le cas de la vidéo, c'est si on prend des notes, par exemple? Alors, prendre des notes, résumer. Alors, prendre des notes, et d'ailleurs, il y a des études très intéressantes, comme quoi prendre des notes à la main est beaucoup plus efficace que prendre des notes sur un écran, sur un clavier. Pourquoi? Parce que les études montrent que sur un clavier, on va avoir tendance à noter les mots qu'on a entendus, alors que quand on note, on va essayer de reproduire les phrases qu'on a entendues, et quand on note à la main, on va les traduire dans son propre langage. Donc il y a un effort cognitif, et donc le cerveau est beaucoup plus actif, et ça va ancrer davantage la connaissance dans la mémoire. Être actif, c'est encore une fois, c'est s'entraîner, c'est se poser des questions, c'est expliquer à quelqu'un d'autre. C'est tout ça qui va permettre d'apprendre. C'est un deuxième élément très important. Il y a un troisième élément très important, c'est la surprise. Il y a une formule de Stanislas Dehaene du Collège de France qui est de dire « Les organismes vivants n'apprennent que lorsque les événements violent leurs attentes. » Si on n'est pas surpris, on n'apprend rien. C'est vraiment très très profond en fait. Si on n'est pas surpris, on n'apprend rien. Si je ne suis pas surpris, vous me dites quelque chose, je ne suis pas surpris, soit je le savais déjà, donc machin, soit ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas le retenir davantage. Donc il faut surprendre. Mais c'est parce que ça pique l'attention. Oui, parce que il y a ce qu'on appelle la métacognition. La cognition, c'est ce que je sais. La métacognition, c'est la façon dont je pense à ce que je sais. C'est-à-dire, si je suis surpris, c'est que je suis conscient du fait que j'entends quelque chose que je ne savais pas. Hein, donc, le fait d'être attentif ne permet pas forcément cette métacognition. La surprise le rend possible. Alors, comment on crée la surprise? Soit par définition avec une information qui
qui est contraire à ce que les personnes attendaient, soit simplement, par exemple, pourquoi les QCM, dans certains parcours d'études, on fait en permanence faire des QCM aux étudiants. C'est complètement idiot, c'est que des trucs à choix multiples. En fait, on se rend compte que c'est souvent plus efficace que les cours. Parce que le QCM m'a même, d'abord me rend actif, ça m'a même de me poser une question, et on me propose 3 réponses, j'essaie d'identifier la réponse qui est correcte. Et souvent, je ne suis pas sûr de moi. Parfois, on va me dire, c'est pas la bonne réponse, je suis surpris, parce que si j'avais choisi B, c'est que je pensais que c'était B, on me dit non, c'est A. Donc là, j'ai plus de chances de mémoriser. Mais si on me dit oui, c'était B, c'est aussi un élément de surprise, parce qu'en fait, je n'étais pas complètement sûr que c'était B. Et donc, bref, la surprise, c'est un élément qu'on va retrouver. Voilà, l'excès de routine et de normalité empêche vraiment l'apprentissage. Et puis le dernier élément qui est extrêmement important, c'est la consolidation. C'est que la connaissance et la compétence, elles s'acquièrent par l'espacement. On ne peut pas tout apprendre d'un seul coup. Il faut apprendre de façon espacée. Il faut revenir sur ce qu'on a appris. Et un truc tout bête, il faut dormir. Et en fait, il y a des études incroyables qui montrent que selon que vous apprenez quelque chose le soir ou le matin, le résultat n'est pas le vous apprenez quelque chose. Qu'est-ce qui marche le mieux? Si on vous apprend quelque chose le matin, on vous teste le soir. On vous apprend quelque chose le soir, on vous teste le matin sur votre connaissance. Donc il y a 8 heures entre les deux, en gros, dans les deux cas. 8 heures entre les deux cas, mais il n'y a pas photo. Il faut apprendre le soir et tester le matin, parce que le sommeil va permettre la consolidation et l'organisation des connaissances dans le cerveau. Et d'ailleurs, quand on regarde les études qui sont faites sur les personnes qui ont des niveaux d'expertise exceptionnels, ou des niveaux de performance exceptionnels, que ce soit dans le jeu d'échecs, dans le développement de logiciels, dans la chirurgie, dans les mathématiques, dans tout un tas de domaines, dans le violon, eh bien, on va s'apercevoir que ce sont des gens qui, ont une très grande persévérance, s'entraînent, travaillent énormément pour s'améliorer dans leur discipline. Ce sont des gens aussi qui dorment beaucoup plus que la moyenne. De combien? Alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais en gros, ce sont des gens qui font des nuits, qui doivent dormir à peu près, en gros, 1 à 2 heures de plus que la moyenne. Dormir. Pour briller, dormez. Ça, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Il faut le préciser à vos auditeurs. Vous avez dit que l'apprentissage n'était qu'actif. Que penser de ces méthodes qu'on entend souvent d'écouter ses cours quand on fait du footing ou même parfois pendant qu'on dort? Je n'ai pas connaissance d'études qui prouvent une quelconque efficacité de cela. Alors maintenant, écouter ses cours pendant qu'on fait du footing, si cela permet de se poser des questions, de faire le lien dans sa tête avec d'autres enseignements qu'on a reçus, de s'imaginer soi-même qu'on explique ça à quelqu'un d'autre, il peut y avoir un certain travail cognitif, mais la simple réception passive a très peu d'impact. Même comme effet de consolidation? Très faible. Très faible. L'effet de consolidation, il vaut mieux se poser des questions ou se faire poser des questions par une IA, par exemple. Par exemple, vous avez testé ça? Bien sûr. Alors, oui, il y a plein de choses que l'IA rend possible aujourd'hui, qui étaient des choses inaccessibles pour les gens, mais vous pouvez prendre n'importe quel cours et demander à l'IA, tiens, pose-moi des questions. Et ça va être beaucoup plus... Et dis-moi quand je me trompe. Et repose-moi la question jusqu'à ce que je donne une bonne réponse. Et ça, c'est beaucoup plus efficace que de relire le cours. Beaucoup plus efficace. C'est sans commune mesure. L'IA, vous pouvez aussi lui dire, tiens, tu vas faire semblant d'être un petit jeune qui découvre et tu vas me poser des questions et moi, je vais t'expliquer le cours. Et puis, si tu ne comprends pas, tu me diras. Puis si tu sais que je me trompe, tu me le diras aussi. Parce qu'on sait que souvent, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Donc, il y a plein de choses que l'IA rend possible. L'IA, ça peut être totalement destructeur pour l'apprentissage, on le sait. Hein. Si on délègue à l'IA le fait de réfléchir pour nous, de faire les devoirs pour nous, d'apprendre pour nous, c'est évidemment catastrophique. Mais l'IA peut être au contraire un incroyable stimulant, un accélérateur d'apprentissage. Ce que je trouve intéressant dans votre approche, c'est que ça change la perspective sur l'IA. Aujourd'hui, l'IA, on la considère un peu comme ChatGPT, donne-moi la réponse, ChatGPT, fais-moi le papier. Et donc, on attend la réponse. Alors que votre approche, c'est je t'envoie quelque chose, renvoie-moi la balle. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Exactement. Parce que c'est d'abord, dans votre approche, c'est d'abord l'apprenant qui met le stimuli initial. Oui, l'IA pose des questions absolument gigantesques sur l'apprentissage et crée des risques absolument énormes. Hein. Chacun le sait. Et le risque, c'est
c'est que les personnes, et à commencer par les élèves, délèguent à l'IA l'effort. L'effort d'apprentissage, l'effort de faire les devoirs, etc. En fait, toute la question, c'est le sens que l'on donne aux choses. Est-ce que, enfin, nous sommes conditionnés par des millénaires et plus d'évolution pour gérer notre énergie, pour économiser notre énergie, et le cerveau consomme beaucoup d'énergie, et pour avoir le meilleur résultat possible, que ce soit arriver à se nourrir, arriver à se reproduire, arriver à survivre, en économisant au maximum notre énergie. Donc on est fait pour ça. Donc c'est sûr que quand il y a une machine qui peut faire quelque chose à notre place, on est enclin à déléguer à la machine. Après, qu'est-ce qui... Il y a autre chose, c'est la valeur de l'effort. Il y a la valeur de l'effort, c'est que le fait de faire un effort en soi est aussi valorisé. Le fait de faire du sport, de s'entraîner, de faire quelque chose de dur est quelque chose qui également nous rend fiers. Donc on a un peu l'arbitrage entre ces deux aspects. Et il faut qu'on arrive à ce que, à l'école par exemple, ou à l'université et ailleurs, eh bien, l'effort cognitif, l'effort intellectuel soit également valorisé pour qu'on puisse plus que compenser la tentation de déléguer à des machines qui de plus en plus feront plus facilement et mieux que nous. Après, il y a encore un autre domaine, mais c'est quelle est la finalité? Est-ce que mon but, c'est juste je sais pas quoi, d'avoir une bonne note cette semaine, ou est-ce que c'est de me construire des compétences qui vont me permettre de jouer un rôle qui m'intéresse dans la société, d'avoir une contribution, voilà. Est-ce que ça sert encore d'apprendre par cœur à l'ère de l'IA? Par exemple, pour les avocats qui, dans leur le cursus de formation jusqu'à aujourd'hui, doivent apprendre un certain nombre d'arrêts, de jurisprudence, de loi, etc. Il y a deux questions dans votre question sur l'apprentissage par cœur. Est-ce que apprendre par cœur en soi, c'est bon? Et puis est-ce qu'on a besoin des connaissances? Apprendre par cœur, c'est très bien. C'est très utile. Et travailler le muscle de l'apprentissage par cœur, c'est formidable. Et donc, apprendre des poèmes, apprendre des textes, c'est de toute façon quelque chose de bon et à tout âge. Après, il y a, est-ce que les connaissances sont utiles dans la mesure où elles sont facilement accessibles par les IA, Google ou d'autres choses. Et là, oui, malheureusement, on sait qu'il y a cette illusion, ce qu'on appelle l'effet Google, que parfois, ce n'est pas la peine de mémoriser les choses puisqu'on les retrouvera. Mais ce qui va faire la vraie valeur d'une personne sur le marché des compétences, c'est sa capacité de jugement. Et on peut y mettre la culture générale, on peut y mettre les connaissances professionnelles, la capacité à reprocher des informations, la capacité à pondérer, à comprendre qu'une information est plus pertinente ou plus importante qu'une autre. Et ça nécessite un fond de connaissances générales, absolument. Donc oui, il faut continuer à apprendre. Peut-être malheureusement, mais oui. Et ça stimule la créativité, en fait, d'avoir des connaissances, cette culture générale, parce que ça... Les choses sont plus proches, plus à portée de main, et du coup on peut plus créer les associations d'idées. Est-ce que c'est notamment en cela que c'est utile? Alors la créativité, oui, on peut dire aussi, puisque la créativité, en fait, on ne crée rien en fait dans la vie, on ne fait que rapprocher des choses que peut-être d'autres n'ont pas pensé à rapprocher. Et donc ça crée quelque chose de nouveau. Donc c'est sûr que plus on a là, non pas forcément des connaissances approfondies, mais une ouverture sur le monde, une ouverture très large, des connaissances très larges, une curiosité intellectuelle, plus on va avoir les opportunités d'être créatif, par exemple. Après, inversement, on dit souvent justement, quelqu'un qui est extérieur à un champ d'expertise peut se montrer plus créatif parce qu'il va amener d'autres références, d'autres auxquelles on n'a pas pensé. Mais non, l'importance de la connaissance générale, de la culture générale, c'est d'abord d'aiguiser sa capacité de jugement. Parce qu'en fait, dans un monde où toute l'information est abondante et disponible, ce qui va rester clé pour l'humain, c'est de faire la part des choses là-dedans. Et donc il faut de la profondeur et de la largeur de connaissance. Et c'est les deux choses, à l'ère automatisée et de l'accessibilité de la connaissance. Il y a effectivement le discernement, le jugement, et aussi la créativité. Parce que les machines sont sur un mode de répétition, et donc ce qui est différenciant pour l'être humain, c'est d'apporter de la nouveauté et de la créativité. Les humains les plus qualifiés et les plus créatifs, aujourd'hui, arrivent à être plus créatifs que les IA. Les IA sont plus créatifs que la grande majorité des gens dans la grande majorité des domaines.
Mais les IA ne dépassent pas encore l'humain en créativité dans tous les domaines, ne dépassent pas les meilleurs humains dans les domaines où ceux-ci ont justement cultivé une créativité extraordinaire. Dans la conduite des parcours professionnels des gens, il y a une étude récente qui est très intéressante qui essaie de comprendre qu'est-ce qui permet à des gens de traverser des ruptures technologiques. Parce qu'à des moments, on a des compétences qui deviennent obsolètes. Qu'est-ce qui fait que... Alors aujourd'hui, on dit, mais si on n'est pas formé au... il y a quelques années, on disait, il faut absolument apprendre à faire du codage. Puis maintenant, on dit, non, ne faites surtout pas de codage, puisque l'IA le fait pour vous. Mais il faut apprendre, je ne sais pas quoi, l'IA. Puis après, on dira, il faut apprendre autre chose. Et en fait, ce que montre l'étude, c'est que ce n'est pas tellement... et c'est même pas du tout, en fait, les compétences techniques de départ qui permettent de prédire si vous allez... finalement naviguer autour des différents changements qui vont arriver, ce sont vos compétences socles en compréhension de l'écrit, en mathématiques de base et vos compétences sociales, capacité à travailler avec les autres. Et avec ça, en gros, vous avez la capacité d'apprendre et de vous adapter, et c'est ça qui permet de prédire. C'est des études qui mesurent, par exemple, l'évolution des revenus des gens sur leur carrière, notamment quand ils traversent des grosses périodes de rupture technique où leurs compétences deviennent obsolètes. Et ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont ce combo, très bonne maîtrise de l'écrit, bonnes compétences arithmétiques, mathématiques, mais de base, mais déjà le bon sens, un peu le sens des chiffres, et les compétences sociales, c'est notamment la capacité à collaborer. Ça s'apprend, la capacité à collaborer? Ça fait partie de ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Alors à l'école aujourd'hui en France, il y a une très grande volonté de développer à l'école ce qu'on appelle les compétences psychosociales, parce qu'on se rend compte que le système scolaire français est beaucoup trop basé sur l'acquisition de connaissances, avec plus ou moins de succès d'ailleurs quand on regarde les scores internationaux, mais très peu de capacité à développer les compétences qui sont celles qui vont être utiles dans la vie professionnelle et la vie sociale. On n'apprend pas à l'école à travailler ensemble, pas du tout. On n'apprend pas à écouter les autres, on n'apprend pas à être créatif, on n'apprend pas à exprimer ses idées, on n'apprend pas à trouver des compromis, on n'apprend pas à... Donc, eh bien, toutes ces compétences psychosociales, on peut effectivement les développer. Il y a des expériences très marquantes là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le cadre de l'école pour muscler notre intelligence, l'intelligence sociale de nos enfants? Il y a des choses que certains enseignants et enseignantes font déjà, c'est favoriser ce qu'on appelle l'apprentissage coopératif ou collaboratif. Et ça avait été testé par un Américain, Aronson, il y a quelques décennies, en mettant les enfants par petits groupes dans une classe et en remettant à chaque groupe une partie du savoir. Et ils essaient ensemble de comprendre le sens. Ensuite, on sépare les groupes et on va faire de nouveaux groupes où chacun détient une partie du savoir que les autres n'ont pas. Et ensemble, chaque groupe doit faire un exercice qui va faire que chacun est obligé d'apprendre des autres et chacun est obligé d'aider les autres pour faire l'exercice. On n'est plus du tout dans une situation compétitive, individualiste, où chacun doit répondre à la prof, où on va comparer les notes, mais on apprend ensemble et on réalise les choses ensemble. Et ça change totalement le climat de la classe. Et il y a une lettre extraordinaire qui a été publiée par Aronson, qu'il a reçue, d'un jeune qui lui disait, voilà, monsieur Aronson, je vous écris, j'ai reçu aujourd'hui ma lettre d'admission à Harvard. Et je dois vous dire que je suis d'une famille de 8 enfants, et je suis le premier de toute ma famille à faire des études supérieures, sans même parler d'arriver à Harvard. Et je vous écris parce que, en fait, on se connaît. J'ai lu, dans le cadre de mes études, un de vos livres qui s'appelle The Social Animal, où vous racontez, vous décrivez vos premières expériences sur la méthode Jigsaw, vous mettiez les élèves en petits groupes. Et je me suis reconnu parce que je me suis rappelé de vous. Vous étiez très grand, vous aviez une grande barbe, vous étiez venu dans notre classe. Et vous décrivez dans votre livre un petit élève qui s'appelle Carlos. Et en fait, c'était moi. Et dans la lettre, le gamin dit, en fait, je me rappellerai toujours de ça parce que moi, à partir de ce jour-là, j'ai compris que les autres élèves n'étaient pas forcément méchants et qu'ils n'allaient pas forcément toujours se moquer de moi. Que le prof dont j'avais peur pouvait être quelqu'un qui, en fait, m'aide et m'encourage à apprendre. Et j'ai découvert que je n'étais pas si bête que ce que je pensais et que l'école, en fait, ça pouvait être intéressant. Et ce jeune termine la lettre en disant, quand je suis né, en fait, ma mère m'explique, quand je suis né, j'ai failli mourir parce que mon cordon ombilical était enroulé autour de mon cou. J'ai été sauvé, ma vie a été sauvée par la sage-femme. Donc j'aurais voulu dire à cette dame que je suis à Harvard aujourd'hui parce que je suis devenu quelqu'un de bien, je suis fier, j'ai fait quelque chose que personne dans ma famille n'avait encore réussi à faire, tout le monde rêvait de ça, etc.
malheureusement, cette dame est décédée, donc je ne peux pas lui écrire. Mais je vous écris à vous parce que, autant qu'elle, vous m'avez sauvé la vie. » C'est fort. Incroyable, ça veut dire qu'encore une fois, on parle de déclic. Une expérience à un moment donné peut changer la lecture qu'on a du monde, peut changer toute votre vie. Et ça s'applique aussi à ces compétences sociales, à la relation qu'on a avec les autres. Donc la relation qu'on a avec le professeur, avec le savoir, avec l'apprentissage. Il y a un des freins majeurs que vous soulignez dans votre livre à l'apprentissage, à l'orientation scolaire, à la poursuite d'études, c'est l'autolimitation, et notamment l'autolimitation géographique pour les jeunes ruraux. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez observé dans les collèges ruraux? On a effectivement étudié cette question des collèges ruraux. Alors, il faut faire attention à ne pas stéréotyper. Il y a beaucoup de situations différentes et d'élèves de profils différents dans ces collèges. Mais c'est vrai que beaucoup d'élèves ont tendance à s'auto-censurer, s'auto-limiter dans leur perspective d'études parce qu'ils n'imaginent pas vraiment raisonnable ou possible de s'éloigner à plus de quelques kilomètres de la maison et avec évidemment des offres de formation qui sont très, très limitées. Et en fait, ce que montre la recherche, c'est qu'on est souvent beaucoup plus lucide quand on conseille quelqu'un d'autre que quand on pense à son propre cas. C'est l'exemple typique de dire il paraît que j'ai un truc grave, je fais confiance à mon médecin, et si quelqu'un vous dit ça, est-ce que tu as demandé un deuxième avis avant de faire une opération très lourde Donc, on fait, par exemple, dans les collèges ruraux, travailler des élèves de 4e, parce que c'est beaucoup à ce moment-là que se construisent les niveaux d'ambition, on va dire post-collège. Et plutôt que de leur demander ce qu'ils veulent faire eux-mêmes, parce qu'on connaît malheureusement souvent un peu les réponses, on va leur demander de conseiller un camarade imaginaire qui lui est en 3e et qui s'interroge sur ce qu'il va faire après la 3e. Et ce camarade dit, moi j'hésite, il y a vraiment une formation qui correspond exactement au métier de mes rêves, mais c'est vraiment très loin. Deuxième option, j'ai une autre possibilité, mais c'est loin aussi, qui en tout cas c'est le truc qui m'ouvre le plus de portes. Et puis j'ai quelque chose qui ne correspond pas vraiment à ce qui m'intéresse, mais en tout cas c'est près de la maison. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Et là, les élèves spontanément vous recommandez la première option, éventuellement la deuxième, très rarement la 3e. Ensuite, ils vont creuser. Et votre camarade, il vous dit, oui, mais quand même, il préfère lui la 3e. D'après vous, pourquoi? Eh ben, parce qu'il a peur de perdre ses amis, parce que ça l'angoisse de s'éloigner de sa famille, parce qu'il pense que ça va être une qualité de vie horrible, d'avoir beaucoup de trajets, etc. Et à chaque fois, comment est-ce que vous pouvez le rassurer? Quelle solution il peut trouver pour surmonter ces inconvénients-là et faire quelque chose qui, toute sa vie, forcément, peut-être sera déterminant. Et tout à fait à la fin, on demande aux élèves quelles conclusions ils en tirent pour eux, et on s'aperçoit qu'on a ouvert des fenêtres pour eux qu'ils s'interdisaient d'ouvrir. Génial. Vous avez été aussi appelé pour faire une mission de conseil pour Pôle emploi dans le Rhône, parce qu'il y a du chômage de longue durée et il y a l'enjeu de leur faire faire des formations. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter le constat qui est fait et ensuite la solution qui a été développée? Oui, c'est vrai qu'on a mené une expérimentation avec France Travail, qui s'appelait Pôle emploi à l'époque, dans le cadre d'un grand programme d'État qui s'appelle le plan d'investissement dans les compétences et qui vise notamment à remettre en emploi ou en employabilité des gens qui seront éloignés du marché du travail. Soit parce qu'ils n'y sont jamais entrés, des jeunes qui ont décroché du système scolaire et qui sont en marge d'emploi, soit des gens qui ont perdu leur emploi, qui avaient au départ une faible qualification, qui ont perdu leur emploi et qui, pendant une période assez longue, n'ont pas pu se remettre au travail et qui, aujourd'hui, n'ont pas les compétences qui correspondent aux besoins sur leur bassin d'emploi. Et en fait, ce qui avait beaucoup préoccupé France Travail, c'est que d'énormes programmes de reconversion sont proposés aux chômeurs de longue durée, avec dans bon nombre de cas, des indemnisations. Donc, et en fait, beaucoup de personnes déclinent ces propositions, n'y vont pas. Et la question, c'était, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour rendre ces programmes, entre guillemets, plus attractifs? Est-ce que c'est en mettant davantage en valeur ces programmes et tous les bénéfices que les gens vont y trouver? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en jeu? Et nous, on a mené une étude, on a commencé par interviewer un grand nombre de ces personnes, et on s'est rendu compte que très souvent, l'obstacle, c'est un obstacle d'anxiété quant à la capacité de la personne qui est déjà en échec. Il faut savoir que le chômage de longue durée, c'est une des épreuves les plus terribles qu'il puisse y avoir dans la vie. On se remet
plus difficilement encore du chômage de longue durée que d'un deuil, par exemple. C'est étonnant, mais c'est beaucoup d'études là-dessus. Donc ces gens sont dans une position sociale très basse, parce que celui qui a perdu son emploi contre sa volonté, qui n'arrive pas à retrouver un emploi, est globalement pas bien regardé par son environnement familial, amical, le voisinage, etc. C'est une situation qui est très difficile. Et la peur de s'engager dans une formation, et alors que souvent ce sont des gens qui ont déjà été en échec scolaire, se retrouver à nouveau en échec dans la formation, ne pas réussir à passer l'examen, ou les gens nous citaient, j'ai peur de ne pas comprendre, de poser une question et que le formateur se moque de moi. Donc, c'était Et donc, on s'est rendu compte que, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le mindset et sur ces gens, finalement, avaient pour besoin essentiel en formation, comme attente essentielle, de protéger leur ego, de se valoriser, plutôt que de chercher véritablement à apprendre. Et ils étaient, pour certains, handicapés par ce qu'on appelle le fixed mindset. L'idée de dire, moi, je ne suis pas doué pour l'apprentissage, donc je ne vais même pas m'y exposer parce que j'ai trop peur de montrer mes limites et que ça me déshonore, ça me rabaisse encore plus. Et en fait, on a mis au point toute une expérimentation avec des ateliers pour amener ces personnes à développer plus ce que Carol Dweck appelle le growth mindset, c'est-à-dire comprendre que le cerveau est malléable et qu'on peut apprendre à tout âge. Et on a fait en fait toute une série d'ateliers en 2 groupes tirés par tirage au sort. Le titre, c'était La formation, pourquoi pas vous? Et en fait, les gens étaient convoqués par Pôle emploi à l'époque, convoqués par Pôle emploi dans ces ateliers, la formation, pourquoi pas vous? Mais il y avait un atelier en fait où on leur montrait tous les avantages des formations que proposait Pôle emploi. Ça, c'est la méthode classique. Et nous, on avait préparé le 2e atelier qui était sur comment fonctionne votre cerveau et qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau quand vous vous formez. Et après, on les réunissait. Ils pensaient qu'ils avaient fait le même atelier, en fait. À chaque fois, on les groupait par... on faisait venir les gens, on les mettait en 2 salles différentes, avec le même nom sur la porte. Et après, on les regroupait, et on leur offrait un café, et on leur faisait remplir un questionnaire. Est-ce que ça vous a intéressé? Et on mesurait, et les réponses étaient les mêmes à toutes les questions, sauf à la dernière, qui était, est-ce que vous avez l'intention de vous inscrire à une formation de reconversion? Et là, il y avait un écart significatif en faveur, du côté de ceux qui avaient développer un growth mindset par rapport à ceux qui avaient simplement vu tout l'intérêt des formations. Donc ça montre que vraiment, en modifiant la façon dont les gens, encore une fois, interprètent les choses, on peut lever des obstacles et pour certaines personnes, changer véritablement leur trajectoire de vie. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.